Bien bonsoir. Le flottement dans le fonctionnement de l'administration 48 heures après la fête de la Tabaski. L'équilibre traîne encore dans les bureaux et puis dans les marchés. On se rapprocherait presque du visage de déchetterie. Les élèves professeurs de la FASTEF qui assiègent le ministère de l'Éducation, ils sont dans l'attente d'affectation, ce depuis maintenant. L'acte 3 de la décentralisation qui suscite un brin d'espoir à Tanaf, une commune à Sédhiou, une région toujours dans l'attente d'infrastructures. L'ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales est l'invité de cette édition. Nous aborderons avec Aliou Sow, entre autres, l'actualité liée à ce projet. L'administration sénégalaise au ralenti 48 heures après la fête de l'Aïd el-Kabir Tabaski. Le schéma est un peu le même dans les autres secteurs. Voici un tour de la capitale sénégalaise avec Yaya Diallo et Hadi Atala. 2 jours après la Tabaski, Dakar est toujours calme. Le trafic est fluide. Cependant, certains services de l'administration fonctionnent normalement pour avoir pris toutes les dispositions. Ici, en ce qui concerne notre ministère, nous avons retenu les agents qui nous paraissaient les plus essentiels sur le travail que nous faisions ces derniers jours, notamment les audits et le recrutement. Pour les autres, comme vous savez, c'est une tradition qui est là. Chaque fois qu'il y a une fête religieuse comme la Tabaski, les gens demandent une permission parce que beaucoup vont célébrer la fête dans les régions. Tous ceux qui m'étaient moi utiles pour le travail de recrutement et les derniers dossiers que je devais finaliser, je les ai retenus ici. Ils ont juste eu le premier jour de la prière et dès le lendemain, eux comme moi étions là à 8 heures. Dans les marchés, particulièrement à Sandaga et Pitié-Bouillon, l'effervescence n'y est pas. Des cantines fermées campent le décor. Malgré tout, certains commerçants ont tenu à ouvrir leur commerce. Normalement, on au moins 2 jours, 3 jours pour récupérer. Parce que les gens ont waouh. À chaque fois, il y a un qui est quand donc on a en tant que monoko dal on toog 2 jours 3 jours nga liggéey war nga jug mën liggéey su fekkee nag mën nga ko aussi mën nga toog ay une semaine yooyu ñu bëri une semaine toog na une semaine au moins 5 jours door a liggéey si mais ñu xam ne taxal aussi bu ñu julli lan demee Tabaski day ñëw taxal dépasse dafa ko encore deuxième jour aussi day ñëw taxal dépasse comme que ay benn frato yooyu mën nga fi am ay 2000 3000 4000 5000 7000 ba 8000 dafa nga ñëw fal sa ñaar dépasse 3 dépasse xam nga ma récupérer 2 jours encore. Le lendemain de fête rime avec activité au ralenti, incitant le député Ibader Thiam à proposer d'en faire des fêtes légales. Selon le directeur de la fonction publique, cette décision requiert une concertation nationale. C'est une question de concertation nationale parce que aussi on ne peut pas, déjà on a beaucoup de fêtes, on ne peut pas aussi étendre ces fêtes-là, ça va se répercuter sur la productivité et la production même du pays. Il y en a qui émettent l'idée même de réduire le nombre de fêtes. D'autres qui pensent qu'il faut revoir ce calendrier-là, mais ça c'est une question assez délicate. Certains se demandent s'il ne faut pas revoir les conditions de délivrance des permissions, un état de fait qui participe à freiner l'essor économique. Et puis dans les marchés, les stigmates de l'évasion des consommateurs, les marchés qui offrent le visage de déchetterie et les commerçants sédentaires qui se disculpent et accusent les ambulants. Mardieng Maimouna Ndiaye. Marché Grand Yoff, ici les déchets plastiques sont presque partout, que quelques rares commerçants sur les lieux, ces dernières qui se disent en règle se sentent oubliées par la municipalité. Les déchets plastiques inondent le marché, mais c'est à la mairie de s'en charger parce que nous payons tous nos taxes. Ces commerçants dénoncent l'attitude des tabliers en période de fête. Par ailleurs, ils réclament des poubelles pour une meilleure gestion des ordures. Il nous faut des poubelles pour évacuer ces ordures. Et c'est pire avec les tabliers qui dispersent un peu partout les sachets plastiques. Il nous faut des poubelles, le marché est vraiment insalubre. Autre marché, même décor. Nous sommes au marché des HLM.
Ici, les commerçants se transforment en balayeurs. On paye la patente est chère, de plus, la mairie ne ramasse rien. Les poubelles sont là, on paye la patente, c'est nous aussi qui ramassons encore la poubelle. Regardez la poubelle ici, ici même c'est mieux, sur la route là-bas encore c'est pire. Là-bas il n'y a même pas de voiture pour passer. Les lendemains de fête riment souvent avec désordre dans ces marchés, seulement ce sont les riverains qui font frais de l'insalubrité. Franchement, parce que le marché est très sale, ce n'est pas normal. Les lendemains de fête, on n'a même pas envie de sortir. C'est à la municipalité de mieux s'organiser. S'il faut déployer plus d'agents, qu'elle n'a qu'à le faire. Et puis ce matin, cette centaine d'élèves professeurs en sit-in devant le ministère de l'Éducation. Ils exigent des affectations, c'est après 2 années de formation. Voici les propos de leur porte-parole recueillis par Chérif Dia. Nous sommes sortis de la FASTEF, donc après avoir obtenu notre diplôme, le ministère de l'Éducation nationale se permet de dire qu'il ne peut pas affecter tous les sortants de cette année. Nous, dans notre section, nous étions 110. Aujourd'hui, il n'y a que 9 qui ont été affectés injustement. Le reste, ils veulent nous mettre dans la rue, ce qui est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes tous ici. Ce que nous demandons, c'est d'être affectés dans les meilleurs délais, tout de suite et là maintenant. Voilà. Sinon, nous ne reculerons pas. Oui. Nous demandons d'être affectés puisque nous avons fait un concours. On a été choisis parmi des milliers et des milliers de candidats. Nous avons fait 2 ans de formation bien remplie. Après nous avoir délivré nos diplômes, le ministère de l'Éducation nationale refuse de nous affecter. Ceci est net inacceptable. Et nous interpellons M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Moi j'ai entendu la directrice des ressources humaines. Elle a dit qu'au moment où la FASTEF recrutait pour le concours, ils ne se sont pas entendus avec la FASTEF. Mais ça, ce n'est pas notre faute. Hein? S'ils ne se sont pas entendus avec la FASTEF, ça, ce n'est pas notre faute. Nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être affectés. La suppression progressive des logements de fonction, décision du chef de l'État qui devrait se concrétiser sous peu de temps. Des logements administratifs seront bientôt libérés. En lieu et place, Macky Sall propose des indemnités aux ayants droit. Dissa Préra. L'État du Sénégal a décidé de mettre de l'ordre dans les logements administratifs. Ainsi, le président de la République a décidé de les supprimer au plus tard en 2016. Au regard de l'importance de la question, Macky Sall est revenu sur la nécessité d'aller vers cette suppression lors du dernier Conseil des ministres. L'attribution et l'occupation de ces logements jugés trop nébuleuses ont poussé le chef de l'État à lancer un audit du patrimoine bâti de l'État. Ceci sur la base des éléments transmis par l'Agence nationale du patrimoine bâti de l'État. La dite agence fait la lumière sur un défaut de lisibilité dans l'affectation, la désaffectation et l'occupation de ces logements. Il y a aussi l'exagération dans les conventions et les disproportions dans les standings au regard du coût exorbitant des logements conventionnés et dans le souci de rationaliser les dépenses de l'État. Macky Sall s'oriente vers cet abandon progressif au profit de paiement d'indemnités représentatives de logements aux ayants droit. Le Premier ministre Aminata Touré livre sa déclaration de politique générale le 28 octobre prochain. Le communiqué de la primature qui l'indique souligne que la date a été fixée, bien entendu, sur proposition de l'Assemblée nationale. Ce sera à partir de 10 h. Barguetch qui réclame des postes dans des instances de décision, pourquoi pas dans le gouvernement du Sénégal. Le coordonnateur adjoint de Benno Bokk Yakaar de la communauté rurale souligne qu'il s'agit là d'une promesse de campagne du chef de l'État, des engagements de Macky Sall jusque-là non tenus. Voici Ahmed Fadelba. Ahmed Fadelba, que vous entendrez dans nos prochaines éditions. Nous nous rendons dans le nord du pays, vallée du fleuve Sénégal, le corps de la paix américain qui s'engage auprès des jeunes de la localité. Une vaste opération est enclenchée pour encourager au retour à la terre. Ali Bandel Niang. Malgré toutes ces nombreuses contraintes qui bloquent l'amélioration de la culture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal, des initiatives se multiplient. À l'image des périmètres des émigrés, tout comme les SIPA du Prodam, le retour vers la terre se porte très bien, de plus en plus au Fouta. Un hectare ici à Dakar. Formation au niveau centre au Thiès. J'ai pris le nouveau technique producteur en tant que paysan. Bon, je suis venu ici, bon, il m'a fait rentrer de l'eau ici
un pompe. Il m'a fait clôturer le grillage, un état. C'est eux qui font le financement. Bon, depuis que j'ai commencé, j'ai travaillé avec certains groupements de femmes féminines ici à Galayabé. Bon, qui vient ici, la formation que j'ai appris au niveau de Thiès, avec le corps de lapin, le niveau technique, et moi aussi, je les forme. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans leur pays d'accueil, ces volontaires américains encouragent les jeunes du Sénégal vers l'agriculture. Cela fait 50 ans maintenant que le corps de la paix intervient au niveau du Sénégal. Voilà. C'était un rêve du président Kennedy, qui était le résultat de défis lancés à des jeunes américains pour leur demander s'ils étaient prêts à servir la cause de la paix à travers le monde en portant le drapeau de leur pays. Ils ont dit oui. La meilleure manière d'asseoir la paix de façon durable, c'est de donner aux uns et aux autres les moyens de régler leurs propres problèmes. Et cela, ça passe par la formation de femmes et d'hommes capables de relever les défis de leur propre communauté. 3000 Américains comme eux, jeunes comme vieux, blancs comme noirs, riches et moins riches, se sont succédés en donnant chacun 2 ans de leur vie au Sénégal, au profit des communautés sénégalaises. Nous sommes à Galoyabé, par exemple, pour visiter une ferme-école, parce que le concept de Master Farmer, c'est cela. Et il s'agit de créer un cadre de vulgarisation qui permet un peu de montrer tout le potentiel donc, de la zone en utilisant les techniques les plus avancées. À l'occasion de la célébration des 50 ans du corps de la paix américain au Sénégal, les jeunes et femmes bénéficiaires dans la région de Matam veulent bien profiter de l'événement pour tendre la main aux bailleurs de fonds, une manière d'étendre leur domaine d'intervention. Et puis cette dernière qui vient de nous parvenir à l'instant, la décision du préfet de Dakar de fermer provisoirement le marché Sandaga, notamment le bâtiment central. Ce pour, dit-il, des questions de sécurité. Les commerçants qui travaillaient dans ce bâtiment seront délocalisés au niveau de Lat-Dior. Pour mémoire, ce bâtiment existe depuis 1933. Les populations de Mumbai dans le Ganjol qui ont battu le pavé ce matin pour réclamer de meilleures conditions de vie, la localité qui exige également son désenclavement. Tchernofal. Une nouvelle fois, elles sont dans la rue, les populations du Ganjol Sud, pour dénoncer la situation difficile dans laquelle elles vivent depuis des années dans leur localité. Mumbai manque de tout. La zone sud de Ganjol également manque de tout. La zone sud du Ganjol ne dispose pas de route praticable. Sur un tronçon de 36 km, seuls 11 km ont été goudronnés. La zone du sud Ganjol est également confrontée à un problème d'électricité. Le courant a été allumé pendant 3 jours. Mais depuis le 13 avril 2013, on n'a plus rien vu et nous vivons dans l'obscurité totale. Le manque d'eau et l'absence d'infrastructures sanitaires constituent également un véritable calvaire pour les femmes du Ganjol. La zone sud du Ganjol ne dispose pas de structures sanitaires. Nos femmes perdent la vie en donnant la vie. Un branchement social à Mumbai vaut 300 à 400 000 francs, ce qui est inacceptable. En ce qui concerne l'éducation, Mumbai ne dispose que d'une école de 6 classes pour tous les enfants du village. Nous exigeons également du gouvernement du Sénégal la réhabilitation de toutes les salles de classe, mais également l'augmentation du nombre de classes pour qu'on puisse aller à 12 classes et disposer d'un CM. Face à toutes ces difficultés, les villageois exigent du gouvernement la satisfaction totale de leurs préoccupations. La zone sud du Ganjol refuse d'être considérée comme une zone à part. Nous réclamons du gouvernement sénégalais du courant et de l'électricité, sans quoi nous allons nous remobiliser et nous allons passer à la vitesse supérieure. La localité de Mumbai fait partie des 60 villages de la zone du Ganjol qui s'étend de la région de Louga jusqu'à celle de Saint-Louis. Elle se situe également dans la zone des Niayes qui regorge d'énormes potentialités économiques. À Sédhiou, dans le sud du pays, le manque d'infrastructures irrite également les populations. Dans la commune de Tanef, en revanche, les autorités fondent leur espoir sur l'acte 3 de la décentralisation. Mardieng Ibrahim Kamara. Au moment où on parle de l'acte 3 de la décentralisation, la région de Sédhiou souffre d'un manque criard d'infrastructures. Notre type colonial n'a pas encore changé. On ne sent pas, en tout cas, qu'il y a eu quelque chose après l'indépendance. La régionalisation est cap pour nous. On n'a pas un morceau de brique sorti de la région. Tous les services sont en location ici. Même l'hôpital, c'est le dispensaire qui a été transformé en hôpital régional. Là, quand nous souffrons,
cet acte 3 de la décentralisation, ça va amener des merdes. Il y aura beaucoup de couacs. Dans la même région se trouve la commune de Tanaf, une localité frontalière avec la Guinée-Bissau. Le maire de Tanaf salue l'initiative. L'acte 3 va nous amener à faire la communautarisation intégrale. Donc il n'y aura plus de PCR. Donc il n'y aura plus une gouvernance à double vitesse. Nous serons tous des maires. Et ces maires ont besoin aujourd'hui d'avoir les moyens suffisants pour développer leur collectivité locale. C'est là où l'acte 3 est fort. Parce qu'avant, on vous dit, vous avez, on vous a donné la décentralisation, on vous a donné la santé. Mais la santé, on ne voit pas, on ne peut pas agir, on ne peut pas construire, on ne peut rien faire. Et vous avez vu, actuellement, on a décentralisé même le BCI. L'école, c'est une compétence transférée. On a commencé à décentraliser le BCI au niveau de la base. Vous vous rendez, il y a des moments où quand on vous dit, on va construire à Tanaf, on fait des décisions au niveau du sommet. On vous amène tout au niveau de la base. Même s'il y a des arrêts, le maire ne peut pas contrôler cela. Et l'acte 3 va harmoniser tout cela et va donner la main forte à ces collectivités locales. Dans cet acte 3 de la décentralisation figure en bonne place le probable report des prochaines élections locales prévues en 2014. En voulant appliquer l'acte 3, il faut impérativement repousser les élections. Ce qui est regrettant là-dedans, dans un pays démocratique, il faudrait quand même se retrouver entre les opposants, le pouvoir. C'est l'ensemble là qui fait un pays. Le maire de Tanaf a ajouté que les collectivités locales ne doivent pas tout attendre de l'État. Ces derniers doivent aussi s'investir à la recherche des moyens de subsistance de leur localité. Dunkerque a rendu un dernier hommage à Bruno Metsu. Aujourd'hui, près de 400 personnalités du monde du football étaient présentes à cette cérémonie. Pape Diouf, les anciens internationaux sénégalais Pape Bouba Diop, Pape Sarr, Salif Diao, et puis Aliou Cissé, Oumar Daf, Lamine Diatta, ainsi que des anciens internationaux français dont Roger Boli, Basile Boli. La dépouille de Metsu est attendue dimanche à Dakar pour l'inhumation lundi au cimetière de Yoff. Le choix de Paris pour le regroupement des Lions du Sénégal qui fait polémique, mais il n'y a pas de quoi aux yeux du président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, qui annonce par ailleurs une forte mobilisation des supporters pour le match qui se tient à Casablanca. Au niveau personnel, le regroupement à Paris aurait pu poser problème si on avait constaté des défaillances au plan physique et athlétique. Et nous qui étions à Abidjan, après avoir quitté Paris, on n'a pas eu le sentiment qu'on ait vraiment souffert de la chaleur dans ce match. Je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on ait les bonnes analyses, à chacun son rôle, qu'on ne me demande pas moi, au plan technique, au plan physiologique, de faire le boulot du médecin de l'équipe nationale ou de l'entraîneur par rapport à certains choix à faire. Tant que nous serons en place ici, nous laissons à chacun le soin de faire de prendre les décisions par rapport à son domaine. Après avoir échangé avec les autorités, nous avions dit que pour le match retour, il faudrait qu'on fasse tout pour que, même si on joue à l'extérieur, au Maroc, on ait le sentiment qu'on joue à domicile, et pour ça il faut une mobilisation qui commence par donc les Sénégalais du Maroc. Et j'ai eu à saluer la présence du président de l'association des Sénégalais du Maroc à Abidjan. Et très prochainement, une mission se déplacera sur le Maroc pour pouvoir rencontrer l'ambassadeur, travailler à une mobilisation plus importante, mais aussi voir sur place comment mobiliser les Sénégalais en mettant en place un dispositif peut-être aérien pour qu'ils puissent venir supporter l'équipe, mais aussi pourquoi pas un dispositif terrestre. Et surtout, aujourd'hui, il est important, à côté de la masse, qu'on ait des animateurs, c'est-à-dire les groupes du 12e Gaindé, pourquoi pas aller Casa, les supporters de Niary Tally, qu'on s'arrange pour les déplacer.
Dans 2 minutes avec moi sur ce plateau, Aliou Sow, il est ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Nous aborderons l'actualité liée à l'acte 3 de la décentralisation. Nous parlerons également de celle de l'Assemblée nationale avec, entre autres, la dénonciation d'une absence de rupture. Mais tout de suite, le point avec Chérif Dia. Je pense effectivement qu'il n'y a pas de rupture. Et pourtant, cette rupture était annoncée en grande pompe par la majorité parlementaire issue de cette 12e législature. Un an après, l'opinion attend toujours. Nous n'avons pas évidemment engagé la rupture, il faut le dire. Moi-même, au début, on m'a interrogé plusieurs fois. J'ai dit que la rupture doit se faire progressivement. Mais force est de constater, après une année, que nous en sommes toujours là. Nous sommes là pour recevoir des soukouroukors uniquement ou nos avantages. Non. Nous voulons participer au débat sur les politiques publiques. Mamadou Lamine Diallo, pourtant membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, pointe du doigt le président de l'Assemblée nationale qu'il accuse d'être le facteur bloquant de cette rupture. Le président Moustapha Niasse, en réalité, n'est pas pour la rupture. Quand nous l'avons écouté toute cette année, les thèses développées par Moustapha Niasse voudraient que le législatif soit au service de l'exécutif. C'est une conception très senghorienne du pouvoir politique. Mais ça ne veut pas dire que cette Assemblée va être contre le président de la République. Nous avons voté toutes les lois du président de la République, y compris le Code général des impôts, que personne n'a lu. Ce ne serait-ce que les 17 qui ont voté pour Cheikh Diop Dione, eh bien, ceux-là considèrent que Moustapha Niasse ne peut pas incarner la rupture à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas incarner la gouvernance vertueuse dont parle le président Macky Sall. Il y a inévitablement un combat qui va se mener à l'Assemblée nationale entre ceux qui sont contre la rupture et qui travaillent, et même à visage découvert, pour qu'il n'y ait pas de proposition de loi, pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête parlementaire, qui travaillent tous les jours pour qu'il y ait une soumission du Parlement à l'exécutif, et ceux véritablement qui pensent que l'Assemblée nationale doit jouer entièrement son rôle. Nous voulons également qu'il y ait une gouvernance qui soit vertueuse, comme le dit le président Macky Sall. Vous ne pouvez pas avoir une ligne 7 milliards de francs CFA de dépenses de fonctionnement que personne ne contrôle. On ne sait pas où ça va. À tel point qu'on nous dit que pour avoir 30 millions, le soukouroukor là dont on en parle, c'est 30 millions, c'est 200 000 francs 150. 30 millions. L'Assemblée nationale ne veut pas sortir ça. Il faut aller voir le président Macky Sall pour qu'il nous le donne à partir de ses fonds politiques ou à partir d'autres fonds. C'est inacceptable. C'est une insulte pour notre institution. Moi, je n'accepte pas ça. Et donc, vous trouvez normal que c'est avec vous que nous entendons que le régime, l'Assemblée précédente avait laissé ici une ardoise de 3,2 milliards. C'est quel genre de gouvernance? Les sanctions annoncées contre Cheikh Diop Dione, Mame Karim Mbacké, entre autres, irritent certains députés qui ne veulent plus de la jurisprudence Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, parce que tout simplement un député a déposé sa candidature à une élection, qu'il soit sanctionné pour ça. C'était même impensable il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un recul démocratique. Et c'est dommage. Nous avons formé par affinité le groupe Benno Bokk Yakaar. Nous avons élu Moustapha Diakhaté président. Mais ça ne veut pas dire que c'est un autocrate. Ça ne veut pas dire que c'est un dictateur. Ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Sur quelle base il peut suspendre des gens en leur donnant des choses comme si c'était un tribunal. À la limite, même si c'est un tribunal, il faut écouter les gens. Le groupe ne s'est même pas réuni. Moi, je lui ai demandé de réunir le groupe pour qu'on entende Cheikh Diop Dione, qu'on entende la Hatsek. C'est illégal. Nous avons une jurisprudence. Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo, nous avons leur jurisprudence ici. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cette affaire-là. Notre gouvernance, nous qui parlons de rupture, nous ne pouvons pas faire comme ce qu'on a fait à Mbaye Ndiaye et à Moustapha Cissé Lo. C'est inacceptable. En attendant cette rupture, la majorité parlementaire doit aujourd'hui faire face au malaise qui la secoue avec la série de départs de certains de ses membres. Chérif Dia, merci. Aliou Sow, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du mouvement des Patriotes pour le développement Liguey. Vous avez été également ministre de la décentralisation des collectivités locales. Les réformes territoriales, il en est beaucoup question à l'heure actuelle. Mais d'abord, l'Assemblée nationale. Et la première question va concerner la gestion des fonds qui souffrirait d'une certaine opacité. En fait, ça, ce sont nos représentants à l'Assemblée nationale qui l'ont déjà dit. Vous me permettez d'abord de saluer
l'ensemble de nos téléspectateurs, de votre téléspectateur du moins, et me réjouir de l'invitation. Pour vous dire en vérité, ce qui est par l'Assemblée nationale est simplement pitoyable. C'est une rupture avec la rupture promise. C'est une persistance dans l'erreur, pour ne pas dire dans les mauvaises pratiques. Un recul démocratique avec une volonté d'imposer le silence et d'inscrire tout le monde dans l'esprit de la distance, avec obligation d'empêcher aux députés élus nationaux qui sont de porter des ambitions et de les manifester librement. Mais on va sur la question de la gestion de l'Assemblée des fonds publics. Aucune institution au Sénégal, aucune structure étatique ne doit se soustraire du système de vérification, de contrôle et de reddition des comptes. Si même si c'était le cas, c'est que par souci de crédibilité et de d'honneur personnel et collectif, ils doivent s'imposer une présentation de leurs comptes et également une gestion transparente et libre. Ça ne vient pas de l'extérieur, ni de l'opposition. C'est du groupe majoritaire que des suspicions gravissimes en matière de gestion se sont révélées. Et plus grave d'ailleurs, un des députés vient de dire qu'ils tendent la main au président de la République. Mais que font-ils de la séparation des pouvoirs? Car l'institution également, puisque l'argent qu'ils distribuent là-bas, 100 000 francs, si les parlementaires ont besoin de 100 000 francs ou de 200 000 francs, qu'est-ce que le peuple assoiffé, affamé, plongé dans le chômage, doit vivre et doit subir quotidiennement? Et voilà, puisqu'ils distribuent ça à l'ensemble des députés, donc je pense que c'est inélégant, inacceptable que le chef de l'État lui-même tire ses fonds pour donner ça à l'Assemblée nationale. Si maintenant c'est le soutien politique entre les membres de Benno Bokk Yakaar, que le chef de l'État, chef d'un parti, avec ses ressources personnelles propres, les aide, c'est autre chose. Alors, je pense comment est-ce que vous jugez ce manquement? Mais ce manquement, pour moi, c'est un recul démocratique, c'est une régression, c'est un choix d'une gestion peu vertueuse, contraire à ce qu'ils ont proclamé urbi et orbi depuis leur élection à la tête de ce pays-là. Je pense en vérité, aujourd'hui, le Parlement national, notre Parlement a révélé à travers des comportements de ses membres, et notamment ceux du pouvoir, de la majorité, leur refus systématique de promouvoir la bonne gouvernance, de promouvoir la cohésion, de promouvoir la concertation et la concertation, mais surtout de promouvoir également la liberté d'opinion, car comment peut-on en vérité nous créer un débat autour d'un refus de voir quelqu'un avait été porter une ambition en se présentant? On peut se présenter, il a été battu, mais c'est terminé. Maintenant à l'intérieur du parti, d'accord, mais le plus grave dans tout cela, je reviens là-dessus, c'est la question de la dame. Moi j'ai de l'admiration pour Cheikh Diop Dione, qui a exprimé au nom de tous les hommes libres et qui tient à la liberté, et de tous ceux-là qui ont combattu et vaincu l'esclavage, son droit à l'ambition. Selon Abdoulaye Wade, l'ambition est un devoir pour un homme de qualité. Mais cette dame, Mme Khadim Mbacké, je lui exprime mon soutien. Voilà une dame qui a été très claire. Elle n'a pas démissionné de son parti, mais elle a le droit de démissionner de son groupe parlementaire. Car le vote n'est pas impératif à l'Assemblée nationale, mais également l'affiliation au groupe parlementaire n'est pas obligatoire. On peut quitter son groupe, et tout groupe de 10 députés peut constituer un groupe parlementaire, c'est légal, c'est prévu par nos textes, mais également on peut aussi être un non-inscrit. Alors c'est encore à la discipline, c'est ce qui est reproché notamment à Cheikh Diop Dione. Oui, mais ça, ils n'ont qu'à régler ça. Pour le parti. Mais pour le cas de Cheikh Diop Dione, ce que son parti ou sa coalition fera contre lui, ça ne me regarde pas. Mais en tant que député, qui aujourd'hui vous représente, nous représente nous tous, il n'est pas député de la paix, il est député du Sénégal, du peuple sénégalais. Là, je vais sur la préservation de ses droits et de ses devoirs. Cette dame également, qui nous représente nous tous, également, nous devons veiller sur son droit de pouvoir s'affranchir d'un groupe qui ne le convainc plus, mais sans pourtant devoir perdre son siège. S'il le fait, nous tous, épris des droits, de l'équité et de la justice, on doit aller défendre cette dame-là, quitte à même prendre les rues ou bien à prendre notre plume ou à défendre de toutes les manières les plus légales pour ne pas verser dans l'illégalité qu'ils sont en train aujourd'hui de promouvoir. D'ailleurs, tout a démarré avec un fait grave. C'est cette dame qu'on a fait signer doublement. Qui ne sait pas ce qu'elle a signé. On l'a pas fait signer doublement, par ignorance peut-être. Mais c'est cette ignorance-là qui n'est pas acceptable. C'est cette manipulation de la femme qui n'est pas acceptable. C'est ce choix qui ne fait pas la promotion de l'aptitude à des positions aussi importantes. Si on ne peut pas savoir ce qu'on signe, mais comment peut-on expliquer, cautionner, rejeter? Ce n'est pas une première, monsieur le ministre. Ce n'est pas une première, mais là aussi également, en 2000, on a eu un cas comme ça dans le gouvernement. Malheureusement, le hasard a fait que c'est l'auteur de la proposition de la personne d'alors qui est également à la base aussi de la proposition de celui qui encore est dans cette posture-là. J'étais choqué d'entendre un député dire que le mari de la députée lui a donné sa parole qu'elle ne quittera pas. Comme si cette femme députée qui représente nous tous est sous la tutelle de son mari. Son mari a une autorité
coutumière sur sa dame, mais les opinions politiques et les convictions politiques de la dame, je pense qu'elles ne doivent pas être régentées par un homme. Est-ce qu'on peut forcément apporter une solution à cette question, sachant que l'Assemblée doit tout de même être représentative de la population? Il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément lettrés, entre guillemets. Ah non, moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut forcément être lettré pour être député. Il faut avoir l'analphabète, il faut avoir la marchande de cacahuètes, il faut avoir le berger, il faut avoir l'universitaire. Parce que le peuple sénégalais n'est pas une population intellectuelle. C'est un ensemble composé par beaucoup d'éléments différents. Mais ce que je dis simplement, il faut apporter la formation telle que le recommande l'Assemblée nationale et ses textes à l'ensemble des nouveaux élus. Pour préparer ces derniers à pouvoir bien porter le manteau de la nouvelle fonction. La frontière n'existe pas forcément entre encadrement et manipulation. Oui, mais l'autre aspect, c'est là où maintenant, en lieu et place de la formation, il y a ce qu'on appelle la moralité et la consistance de la conviction et l'attachement à un certain nombre de principes et de valeurs. Ces valeurs-là, mais priment sur même les aptitudes intellectuelles par rapport au comportement en politique dans une institution aussi importante que celle parlementaire. Et autre élément important, maintenant comment éviter pour que de tels faits se produisent? Il faut revoir de bout en bout le système d'élection de nos parlementaires. Ici au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, le député pour sa carrière et pour son avenir est plus tenu à faire allégeance à son parti, qu'il a investi et qu'il a mis dans une position de devenir député plus facilement que d'être loyal et de faire allégeance au peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt en vérité, même si on est député du peuple, mais la dépendance avec le parti ou à la coalition, mais détermine l'avenir ou pas quand il s'agit de promotion dans le bureau de l'Assemblée nationale ou dans l'occupation de postes dans les commissions ou également dans une reconduction à la prochaine législature. C'est le système qui est ainsi fait. Là, je pense que c'est une question qui interpelle la classe politique. Je pense que la classe politique doit réfléchir sur le système de choix des députés au point que ces derniers puissent être plus rattachés aux populations, à l'électeur qu'à leur peuple. Alors, Monsieur le ministre, nous allons aborder à présent cette question de l'acte 3 de la décentralisation. D'abord, pour aller vite, comment vous jugez l'approche actuelle? Vous savez, d'abord, il y a deux choses différentes. La réforme en tant que telle, pour moi, elle est opportune, elle est bonne. Il faut être honnête pour le dire, ce n'est pas parce que je suis opposant que je le ferai. Si j'étais encore au gouvernement, moi je vais engager une partie de cette réforme-là, c'est-à-dire de la communalisation intégrale. Ceux qui sont les techniciens qui s'en occupent, ils le savent, ils peuvent bien le témoigner honnêtement. Je vais engager ça parce que pour moi, c'est une question de conformer le Sénégal aux normes internationales. Dans tous les pays qui nous entourent, que ce soit le Guinée, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, nos pays voisins, mais il n'y a plus de communauté rurale. Parce que ça aussi, c'est une injustice faite aux ruraux, comme moi. Vous imaginez, vous prenez une communauté de 50 villages, vous en décelez, vous en prenez un seul village que vous dirigez en commune. Mais ce village a plus d'avantages en termes de transfert financier, de traitement de son équipe, d'IMER, que les 40 autres villages qui sont à la limite même de socle de la pauvreté. Je pense que c'est un problème d'équilibre et de justice et même de réparation de tort. C'est pour ça que moi je vais anticiper sur ça, au point de prendre des mesures en son temps de valorisation des élus locaux ruraux. C'est pour ça que je pense aujourd'hui, le problème maintenant qui se pose, c'est la démarche. Le chef de l'État devait dès le départ, mais travailler sur un document de base qu'il va soumettre à l'appréciation de l'ensemble des acteurs concernés, qui pourront l'approfondir, qui pourront l'enrichir ou bien ou le critiquer. Moi, avant de quitter le gouvernement, j'ai fait une lettre circulaire à l'ensemble des autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, l'ensemble des élus locaux et tous les acteurs de la centralisation pour leur demander, chacun ce qui le concerne, de faire une réflexion par rapport aux incohérences du code de collectivité locale. C'est un travail un peu de bilan qui n'a pas été effectué, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas un travail de bilan, c'est-à-dire ils devaient prendre des documents. Je pense qu'ils sont en train de s'en servir maintenant. C'est-à-dire j'ai fait essayer tous les gouverneurs, préfets, sous-préfets, tous les élus locaux pour nous faire d'abord une lecture dynamique par rapport à l'évolution de la décentralisation, mais surtout du code de collectivité qu'il fallait réformer. Mais l'autre aspect également important, c'est qu'avant même d'engager la réforme, Macky Sall, le président de la République, aurait dû d'abord prendre un certain nombre de mesures. Depuis qu'il est élu, les transferts financiers n'ont pas varié. C'est-à-dire, on tire le financement des fonds de dotation et des fonds de dotation et des fonds de concours à partir de 5,5% de la TVA de l'année en cours. Et les élus locaux voulaient que cela passe de 5,5% à 15%. Ce qui fait que ces transferts de 30 milliards à 30 milliards
peuvent évoluer jusqu'à 90 milliards, voire 100 milliards, selon également l'évolution de notre budget. Mais avec ce triplement des transferts financiers, déjà il aurait posé un acte majeur en matière de lutte contre la pauvreté. Alors, comme c'est derrière nous, à présent, quelle démarche pour que... Maintenant, la démarche, en vérité, Macky Sall n'a pas fait un appel. On a plutôt entendu l'expression d'un souci présidentiel d'ordre électoral commentant un sermon rassembleur d'un imam responsable. Voilà ce qui s'est passé. Ce qu'il doit faire maintenant, il n'est jamais trop tard de bien faire, même s'il a raté la bonne démarche dès le départ. Aujourd'hui, son souci en vérité, c'est un report électoral, mais sous le couvert d'une réforme. Mais pour dire la vérité, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, ceux qui parlent tous ensemble, dans leur fort intérieur, sont d'accord sur le report des élections. Mais il y a beaucoup de spéculations. Ça faciliterait la mise en œuvre de ce pour projet. moi, je ne parle pas de 3 mois, pour revenir encore là-dessus, pour moi, il faut que les gens se trouvent, prennent une mesure de report des élections pour un délai d'1 an, s'entendre autour de table sur l'ensemble des contenus de la réforme, et au moins pour que les gens se l'approprient, qu'on n'ait pas l'impression que cela profite à un camp au détriment de l'autre camp. Les gens s'entendront, et je pense surprendre aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent de ça. À votre avis, quelle démarche pour éviter justement cette politisation ou du moins les soupçons de volonté de politisation? En vérité, même cet acte 3-là devait être pour moi dès le départ mis dans le cadre global des réformes des institutions et même à la limite du territoire national. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est fait est déjà fait. Le président Macky Sall devait avoir tout de suite un document de base élaboré par ses services techniques, par le ministère concerné et par ses conseillers. Et ce document de base-là, qu'il ait le courage de le mettre à l'appréciation de l'ensemble des acteurs politiques concernés. Et pas uniquement les politiques, les acteurs aussi de développement, les partenaires financiers. Parce qu'il y a aussi les bailleurs de fonds qui interviennent dans le développement local. C'est l'annonce qu'il a faite. Voilà, c'est l'ensemble de ce qu'il a fait. C'est l'annonce qu'il a faite. L'annonce du président Macky Sall est vague et aérienne, rien de clair, rien de précis. C'est juste, en vérité, il répond à un commentaire d'un sermon rassembleur. Maintenant, pour que ça soit clair, qui prépare un dossier consistant, qui développe l'ensemble des propositions ou des projets de proposition, et que les acteurs concernés se retrouvent et que les gens travaillent comme en TD sur le document, et qu'ils demandent à chaque groupe d'acteurs de lui faire parvenir, sous un délai bien précis, ses observations et ses réformes. Vous êtes disposé à lui apporter votre concours en tant qu'ancien ministre en tant que patriote, en tant que Sénégalais, je suis disposé à mettre à disposition de ce pays-là toutes mes idées, toutes mes critiques positives et négatives. Il ne s'agit pas pour moi de participer à l'échec ou à la réussite de quelqu'un, mais de participer au rayonnement de notre pays, à sa cohésion sociale et à l'épanouissement de ce peuple-là. Je pense que nulle personne parmi nous n'a le monopole de l'expertise, le monopole de la compétence, le monopole du patriotisme, et par conséquent, nous avons besoin de conjuguer l'ensemble de nos efforts. Et aucun des cas également n'a le monopole des bons gars ou des mauvais gens. Donc par conséquent, il faut tirer le profit de l'ensemble des citoyens qui sont épris de patriotisme et qui veulent faire avancer le Sénégal. En ce qui vous concerne, vous êtes à la disposition du chef de l'État? Ah non, je ne suis pas à la disposition du chef de l'État, je suis à la disposition du peuple sénégalais quand il s'agit de partager avec ceux qui nous les idées, mon expérience, mon expertise et ce que j'ai eu à apprendre sur le terrain, mais de façon gratuite, sans contrepartie, sans deal ni rien tout, mais écrire, produire, participer à la réflexion. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aliou Sow, ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales, président également du mouvement des patriotes.